Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Catherine Vazet, je suis psychologue de formation et mon thème de prédilection, c'est la santé au travail et la prévention du burn-out, ce qui va avec. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. Un ouvrage qui est réalisé vraiment pour les gens en burn-out, comment s'en sortir, qui s'appelle « Comment rester vivant au travail » aux éditions Duno. Et puis le deuxième ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus, aux éditions Duno aussi, La boîte à outils de votre santé au travail. Alors je vais vous partager un certain nombre d'outils très précis qui ont tous trait à la santé au travail et la prévention du burn-out. Alors pour commencer, peut-être juste en résumé, une synthèse, c'est quoi le burn-out? Sûrement que vous en avez entendu parler beaucoup, passablement, vous posez des questions sur vous-même, vous dites « ouais mais là… » Est-ce que je suis en train de m'épuiser ou bien pas? Si vous êtes engagé à votre travail, on pourrait dire que vous êtes à risque. Donc il y a des précautions à prendre. Puis les précautions principales, c'est bien vous connaître et bien connaître vos signaux d'alerte. Les signaux qui montrent que vous dépassez vos limites. Donc c'est normal de dépasser nos limites quand on est très intéressé dans notre travail, engagé, puis qu'on a envie de bien faire. On va régulièrement dépasser nos limites. Donc sortir de notre zone de confort et entrer dans cette zone un peu à risque. Le burn-out, ce n'est pas juste une petite période de stress. Le burn-out, c'est un stress qu'on dit chronique. Donc, on dit qu'il devient chronique au-delà de 6 mois. Donc ça, c'est un repère que vous pouvez avoir. Même si vous voyez des symptômes, des signaux qui se montrent à vous parce que vous êtes en surcharge, ce qui est important, la première question à vous poser, c'est depuis combien de temps je suis hors de ma zone de confort? Si ça fait les 2 derniers mois, parce qu'il y a une surcharge temporaire, parce qu'il manque quelqu'un dans l'équipe, etc., on pourrait se dire, pas trop grave, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans ce stress dit chronique qui est extrêmement toxique pour le corps. Dans le stress, ce qui est dangereux, ce n'est pas tellement de stresser, c'est plutôt qu'on manque de récupération suite au stress. Et puis on doit, en fait, pour l'organisme, ce qui est bien pour lui, c'est d'être stimulé. Donc le coup de stress, c'est un coup d'accélérateur de notre organisme, ça nous donne plein d'énergie à disposition. Ça nous donne aussi de l'énergie musculaire, on est souvent très tendu. Et puis c'est là pour exploser dans une activité physique, en fait. Traditionnellement, vous avez sûrement entendu parler de ça par rapport au stress, attaquer ou fuir. Dans les 2 cas, il s'agit d'une action physique. Donc, le corps se prépare à une action physique. Dans ce processus-là, on ne va avoir aucun problème si on agit physiquement, on se défoule, entre guillemets, on élimine ces tensions dans une action. Et puis après, on redescend un petit peu la pression et on sent que, heureusement, dans notre organisme, il y a autant une pédale d'accélérateur, il y a aussi un frein qui nous aide à nous détendre, à ralentir. Puis c'est là qu'on peut récupérer activement et quand on a fini de récupérer, on est prêt pour repartir sur un coup de stress. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress positif. Si vous vivez ça dans votre travail, il n'y a aucun souci pour votre organisme, vous ne risquez pas de vous épuiser. Là où ça pose problème, c'est quand il s'agit on vit un stress qui devient chronique, insidieux, parce qu'il est tout le temps là. Je suis tout le temps tendu, je suis tout le temps sous tension. Je commence à m'habituer d'être sous tension. Et j'ai plus ces vagues entre beaucoup d'énergie et récupération qui me fait que je me repose, et après je peux repartir sur un coup de stress. Et ce stress-là continue pendant 6 mois et plus, là, ça épuise complètement le corps. Comment on va se rendre compte qu'on est dans cette zone à risque ? On va avoir une impression de saturation, de tension musculaire, une fatigue de tension aussi, dans laquelle on a de la peine à lâcher nos pensées. Donc aussi quelque chose qui est très caractéristique, c'est des ruminations mentales, comme si on n'arrive plus à laisser de côté le travail. Il envahit aussi notre vie privée. Puis du coup, c'est un cercle vicieux qui commence à s'installer. Plus je suis stressée au travail, plus je me tends. Plus je suis tendue, moins bien je vais pouvoir récupérer aussi dans la vie privée parce que je m'inquiète, je dors moins bien, je me réveille le lendemain matin, je suis fatiguée, je vais au travail, je suis comme fatiguée, donc moins efficace. J'essaie de compenser l'inefficacité en travaillant plus d'heures, donc repérez bien, commencer à faire des heures supplémentaires sans forcément être plus productif, ça c'est un signal qui devrait vous alerter.
Et puis comme ça va toujours pas, je commence à focaliser sur tout ce qui est négatif. Le stress va nous faire aussi focaliser sur plus les obstacles ou les difficultés. Donc il y a quelque chose qui commence à serrer. Et puis j'y pense davantage à tous les obstacles, les difficultés qui commencent à devenir des montagnes comme si ça m'envahissait. Et petit à petit, plus on entre dans ce cercle négatif, toxique, plus ça s'engendre de lui-même, où on se fait encore plus, on s'inquiète davantage, on dort encore moins bien la nuit, on se fatigue, on compense toujours l'inefficacité en travaillant davantage, etc. Puis il y a quelque chose que on essaie de contrôler ce qui se passe, plus on essaie de contrôler ce qui se passe, plus on sent de l'impuissance, et puis vraiment, il y a un moment donné, le corps il dit stop, notre tête dit stop, les émotions sont complètement désorganisées, ce qui fait qu'on dit, les gens, ils pètent un câble, ou il y a quelque chose qui fait qu'ils sont plus capables de travailler. Quand on en arrive là, c'est extrêmement grave, il y a un risque au niveau d'équilibre psychologique, au niveau de l'équilibre aussi de nos pensées, et aussi au niveau de notre corps. Donc, pour éviter d'en arriver là, ce qui est important, c'est de bien se connaître et de considérer qu'être en bonne santé au travail, c'est pas un état, c'est pas je suis en bonne santé et j'ai de la chance d'y être, c'est une dynamique. C'est comme si sans arrêt, je dois trouver mon équilibre pour rester en bonne santé. Donc, sans arrêt, je dois réajuster, je dois amener des petites mesures qui m'aident à garder cet équilibre. Le travail, les conditions de travail changent très régulièrement. Moi, je change aussi. Mon environnement va changer. Et puis là-dedans, je dois sans arrêt, je ne peux pas compter dessus, ça bouge tout le temps, donc je dois sans arrêt ajuster les mesures de prévention. Quand on pense santé au travail, souvent on pense ah ouais, zut, il faut faire un effort. Je dois contrôler ce que je mange, je dois faire du sport, etc. Puis j'en fais déjà assez au boulot, je ne vais pas encore en plus devoir me mettre à faire des efforts pour rester en bonne santé. Donc il y a une sorte on a souvent une petite résistance, comme si ce n'est pas très populaire de faire attention à soi au travail. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'il y a le plaisir éphémère, puis il y a peut-être une satisfaction plus grande qui dure plus longtemps si on prend soin de soi correctement sur la durée. Donc pensez-y aussi, si vous n'avez pas trop envie de mettre en place ces mesures, de vous dire ah ouais, mais en fait c'est une plus grande satisfaction d'aller peut-être à l'extérieur, puis d'aller me balader, puis de respirer l'air frais plutôt que de rester devant la télé, parce que ça va m'aider à être plus fluide dans mon énergie et à récupérer correctement. Dans la santé au travail, on pourrait dire qu'il y a 3 thèmes de base qui sont très connus. C'est comment prendre soin de mon corps, comment prendre soin de mes pensées, de mon mental et de mes émotions. Puis on pourrait rajouter 3 autres grands domaines dont on parle un peu moins, mais qui sont très importants. C'est comment je suis en lien, comment je me lie aux autres, comment je progresse, j'évolue, je garde un développement, j'avance quelque part. Et puis le dernier thème qui est le sens de tout ça, le sens de mon travail dans ma vie, le sens que ça a pour moi, l'essentiel dans ma vie, c'est quoi, etc. Alors, je vais vous présenter maintenant 2 outils par thème, et puis ainsi, ça vous permettra peut-être de mettre en pratique, d'explorer pour vous des mesures qui vont vous aider à rester, à cultiver votre santé au travail. Premier domaine, le corps. Donc le corps, il y a 2 mesures principales que vous connaissez sûrement, c'est l'activité physique, le maximum d'activité physique. On a une grande difficulté actuellement, c'est qu'on est beaucoup trop sédentaire et dans la vie privée et au travail. Et puis ça provoque pas mal de stagnation, de tension au niveau du corps. Donc ce qu'on a le plus besoin par rapport à l'activité physique, c'est pas forcément de faire du sport. Si vous faites du sport, c'est super. Encore faut-il ne pas entrer trop dans une performance parce qu'on peut aussi s'épuiser dans le sport. Ce qui est important, c'est d'amener plus de mouvement dans notre quotidien. Par exemple, vous pourriez vous dire je prends systématiquement les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et puis encore, il y a plein d'occasions de prendre les escaliers. Et dans les escaliers, je peux expirer davantage, je peux faire des mouvements avec les bras en plus.
Et puis là, ainsi, je peux gagner en fluidité. Je peux aussi me lever plus souvent, d'autant plus si vous êtes en télétravail. C'est extrêmement important de se lever très très régulièrement, beaucoup plus souvent que quand on est au travail normal, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est encore plus sédentaire quand on travaille à la maison. Donc ça, c'est un des points dont beaucoup de gens souffrent, c'est trop de sédentarité. Et trop de passivité avec le corps. Une chose que vous pouvez vous poser comme question aussi, c'est comment vous vous défoulez. Qu'est-ce qui vous aide à éliminer ces tensions ? Ça peut être divers et varié, ça peut être arracher les mauvaises herbes dans votre jardin, ça peut être assister à un match de foot, même que c'est interdit maintenant, et puis crier, et puis etc. Tout est bon à prendre dans l'idée de vraiment se lâcher, se défouler, etc. On ne va pas pouvoir se défouler si on lit simplement un livre. Quand on lit un livre, on est assis tranquillement, c'est serein peut-être parce qu'on se change les idées. Par contre, ça n'aide pas le corps à éliminer les tensions. Deuxième point par rapport au corps, c'est le sommeil. Préserver le sommeil, c'est absolument une base par rapport à une bonne récupération. Et en plus, dans notre sommeil, il y a le cerveau qui se réorganise. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant qu'on dort. On va mieux mémoriser, on va mieux apprendre si on dort bien la nuit. On va mieux récupérer par rapport à toutes les tensions qu'on a vécues dans la journée. Ça se réorganise aussi, et souvent quand on se réveille le lendemain, on dit toujours il faut une bonne nuit de sommeil, et puis après on voit les choses autrement. Effectivement, souvent ça régénère notre cerveau, et du coup on a une autre vision des choses le lendemain. Peut-être un ou deux principes de base pour bien dormir. Un qui n'est pas du tout populaire, c'est le rythme. Même heure de coucher, même heure de réveil, tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés. Ça, c'est une mesure, c'est la mesure que les bébés savent très bien faire. Quand ils ont un sommeil rétabli, à ce moment-là, ils sont vraiment comme des horloges. Et puis, c'est ça qui aide vraiment bien à avoir un bon sommeil. Peut-être 2-3 mesures qu'on peut mettre en place, c'est pas manger trop lourd le soir, faire une activité physique la journée, mais pas 2 heures avant le coucher, parce que c'est une activité qui agite. Et puis, bien sûr, sûrement que vous connaissez ça, si possible, pas d'écran 1 heure avant le moment du coucher. Pour le sommeil, on ne peut pas stocker du sommeil à l'avance, et en fait, on ne peut pas rattraper le sommeil plus tard. Donc ça, c'est une erreur, et c'est une fausse croyance qu'on a en se disant « je récupérerai ce week-end ». Peut-être c'est agréable, ça fait plaisir de rester au lit, mais en fait, pour l'organisme, ça aide pas. Deuxième thème, le mental. Alors, ce dont beaucoup de gens souffrent, et peut-être vous en souffrez aussi, c'est toutes ces ruminations intempestives, envahissantes. C'est comme si le travail, j'y suis plus physiquement, mais ça m'occupe encore dans ma tête. Et puis ça, c'est un désastre, parce qu'en fait, si vous avez un travail qui vous fait vous épanouir, peut-être que c'est plaisant d'y penser quand vous êtes chez vous, à la maison, avec votre famille, etc., puis que vous êtes fier de raconter votre journée à vos proches. Maintenant, si c'est difficile pour vous la journée de travail, que vous avez subi des choses, que c'est toxique, que c'est stressant, que c'est inquiétant, si vous continuez d'y penser quand vous êtes chez vous, puis que vous racontez ça à vos proches, puis que toute la soirée y passe, etc., c'est comme si vous continuez à travailler, en fait. Au niveau de l'organisme, ça ne fait aucune différence. C'est encore plus de stress même, et de fatigue et d'usure. Et en plus, vous manquez de ces moments où on peut se changer les idées, récupérer, penser à autre chose, s'aérer, être dans un autre rôle aussi. Donc ça, vous allez manquer de récupération active. Donc il y a un enjeu là, de comment cadrer ces ruminations mentales. Alors comment on va le faire ? Le principe de base, c'est qu'il faut déposer quelque part, à l'extérieur, ce qui occupe votre tête. Deux possibilités, soit vous écrivez, donc vous déposez sur du papier vos idées, vos pensées, ce qui vous préoccupe, etc. Pêle-mêle, c'est égal, au moins c'est quelque part, c'est consigné quelque part dans un cahier. Et puis, la mesure, quand vous faites ça, ce qui est important, c'est de mettre une limite dans le temps. Moi, je dirais 10 minutes par jour où vous écrivez, vous faites exister ces ruminations quelque part, c'est vous qui décidez à quel moment elles apparaissent. Et puis, vous déposez ça sur papier. Vous pouvez aussi, on appelle ça vider son sac, auprès de vos proches, comme ça vous permet aussi de vous défouler, etc. Mais si vous avez besoin de ça, 2 précautions à prendre. La première, c'est que vous demandez à vos proches s'ils sont d'accord de vous entendre parler pour la énième fois de ce collègue qui pose problème. Peut-être qu'ils en ont marre, ils ont le droit de dire non aussi.
Et s'ils sont d'accord, encore une fois, vous mettez le réveil qui sonne 10 minutes après que vous ayez commencé et vous y allez à fond, de manière intense, en exagérant, en disant « mais c'est pas possible, mais j'en peux plus de ce collègue, et puis comment je vais faire demain ?» puis etc. Puis vous donnez à fond pendant 10 minutes plutôt que de diluer vaguement toute cette énergie d'agacement, etc. dans toute la soirée. Donc c'est que 10 minutes, du coup ça vous aide à vous concentrer pendant ces 10 minutes et à vraiment vider votre sac. Donc partez du principe, tout ce qui est lors des ruminations, le plus vous allez pouvoir le déposer à l'extérieur, le mieux ce sera. Un autre outil par rapport à notre mental, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on n'utilise qu'une partie de nos compétences, de nos facultés intellectuelles au travail. Du coup, il y a des parties, des facultés, des compétences qui sont peut-être endormies ou qui sont moins stimulées. Quand on stimule moins le cerveau, il a tendance à moins bien fonctionner. Donc l'idée, c'est de compenser, de s'exercer à peut-être ce qu'on utilise le moins. Un des éléments qu'on voit qu'on utilise moins, c'est la mémoire. Je pose la question, combien de numéros de téléphone vous savez par cœur aujourd'hui ? Peut-être ceux de ma génération, ils vont encore dire moi je me rappelle très bien le numéro de téléphone de mes parents, parce qu'à l'époque c'était très important de le savoir par cœur. C'était une importance vitale même. Mais actuellement, les jeunes, je ne sais pas, à mon avis, peut-être même leurs parents, ils ne savent peut-être même pas le numéro par cœur. Ça veut dire qu'on utilise beaucoup moins, voire plus la mémoire, simplement parce qu'on a tout à disposition, il n'y a plus la nécessité de mémoriser. Du coup, c'est très important de consciemment exercer notre mémoire dans des petits jeux ou des façons de faire. Puis il y a peut-être, on peut mettre en avant 2 choses que vous pouvez faire comme exercice. C'est la mémoire, on va mieux mémoriser si on utilise beaucoup plus de sens plutôt que nos sens habituels. Donc, si vous avez l'habitude de mémoriser plutôt visuellement, vous pouvez rajouter le toucher, vous pouvez rajouter l'ouïe, même peut-être l'odorat. Enfin, rajoutez, enrichissez vos sensations avec tous les sens plutôt que d'en privilégier un ou 2. Et puis, si je prends un exemple, par exemple, moi j'en ai pas sous la main, mais si j'oublie toujours où je mets mes clés, ce que je peux faire, c'est un exercice, c'est que au moment où je pose mes clés, non seulement j'entends le bruit, cling, mais je sens avec ma main où, sur quelle surface je les pose, je regarde bien la table, la couleur de la table, etc. Peut-être même je suis consciente de l'environnement dans lequel je me trouve, c'est-à-dire que je mets mon attention là où je pose mes clés et j'enrichis avec le plus de sens possible. Ça va favoriser ma mémorisation. Pour moi, c'est difficile de me rappeler des noms des gens, même des prénoms. Peut-être, j'avais le cas l'autre jour, j'étais dans un groupe de sport et puis il y a un gars, je ne me rappelais jamais son nom, il s'appelle Robin en fait. Et puis je me suis dit, bon, je regarde Robin, puis je le vois dans sa silhouette, il avait l'air comme un mousquetaire, il se tenait bien droit comme ça. Et puis ça m'a fait penser au Moyen-Âge, puis je me suis dit, Moyen-Âge, Robin, comme s'il avait une robe, une tunique. Donc je pense, pour me rappeler de Robin, il faut que je pense à la tunique en regardant sa posture. Et puis ça enrichit mon souvenir, ça enrichit ma façon de me rappeler de Robin. Et si je ne me rappelle plus, je vais me dire, mais j'avais un petit moyen, c'est qu'il me fait penser au Moyen-Âge, il me fait penser à la tunique, c'est comme une robe, donc c'est Robin. Donc faites des petits jeux comme ça avec vous-même, ça vous permet de rester dynamique. Quand on se souvient du prénom des gens, ça aide aussi peut-être à avoir un peu plus confiance en soi, aussi, dans les relations. Donc ça va aider aussi d'autres parties de nous à se sentir mieux au travail et aussi dans la vie privée. Alors, un autre thème, c'est tout ce qui touche aux émotions. Donc les émotions au travail, c'est très difficile en fait à vivre. On nous demande d'être motivé au travail, mais pas trop enthousiaste, parce que sinon c'est louche. On nous demande d'encaisser des coups sans rien dire, des fois. On doit encaisser peut-être une mauvaise ambiance, une agressivité, tout en collaborant quand même avec des gens qu'on n'a peut-être pas choisis. Donc c'est extrêmement exigeant, en fait, ce qu'on nous demande comme gestion des émotions au travail. On ne gère pas la même chose, nos émotions, quand on est au travail, dans la sphère professionnelle, que quand on est en dehors avec nos amis ou notre famille. Donc peut-être deux exercices qui sont liés à ça. Le premier, c'est ce qui est très important pour gérer les émotions correctement, c'est identifier le besoin sous-jacent. Quelqu'un vient de manière intempestive et me reproche quelque chose qui est injustifié.
Oh, qu'est-ce que ça provoque? Je vais dire, quoi? Mais tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas fait comme ci, comme ça. Ça veut dire qu'on a tendance à focaliser sur l'extérieur, sur l'autre, à se justifier. Donc, l'exercice, c'est faire le contraire. C'est, je sens une émotion, il me vient contre, je reviens à moi. Waouh! Alors là, je sens que ça me tond, ça me presse les boutons. Ouais, j'ai envie de foutre une baffe quand même. Hein. Puis je reconnais, je m'occupe de moi, je le laisse de côté, je ne suis pas en train de préparer ma réponse, je suis plutôt en train de m'occuper à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, identifier l'émotion, sentir de quoi j'aurais besoin en fait dans cette situation. Moi j'aurais besoin de dire non, point, puis de pas faire attention à ce qu'il me dit. Et puis dans un deuxième temps, peut-être du moment où j'ai prendre soin de mes besoins, ou j'identifie au moins le besoin, à ce moment-là, je peux peut-être revenir vers l'autre pour identifier aussi ce qui se passe, le comprendre peut-être, et l'écouter, etc. Dans un deuxième temps. Après, ce qui est intéressant aussi par rapport aux émotions, c'est qu'on contient beaucoup d'émotions au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on va en faire en dehors? Donc ça touche toute cette gestion qu'on va, comme je disais, vider son sac, c'est aussi ça, hein, c'est comment on va se défouler en dehors, comment on va faire ressortir toutes ces émotions contenues d'une manière saine, avec des précautions. Ça peut être dans une activité physique, ça peut être en parlant, en racontant à quelqu'un ce qui s'est passé. Ça peut être aussi simplement en revoyant notre journée, et puis on est en train de revivre, digérer un peu les émotions qui se sont déroulées dans la journée qu'on n'a pas eu le temps de prendre soin. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent aider par rapport aux émotions. Autre thème, tout ce qui concerne les liens avec les autres. Alors, on est souvent un peu maladroit, ou quand on se lie aux autres, on se lie de manière comme un peu un vagabond, c'est-à-dire qu'on se lie un peu à tout le monde sans vraiment faire attention aux personnes avec qui on a une affinité, à des personnes qui peut-être on devrait s'éloigner parce que c'est des personnes toxiques. Donc, première chose à faire peut-être par rapport aux liens dans notre vie professionnelle, c'est sentir, c'est qui mes alliés en fait? C'est qui les personnes qui me font du bien? Chaque fois que je les vois, ça me stimule, ou bien des fois ils me remettent en question, mais c'est toujours constructif et positif. Donc les repérer et puis peut-être passer un peu plus de temps avec eux si je peux. Et puis me méfier ou être très prudente, vigilante, ne pas baisser la garde avec ceux qui seraient toxiques pour moi. Il y a une précaution à prendre souvent, et ce qui est toxique, c'est des fois des gens avec qui on s'entend bien mais qui ont tendance à se plaindre. Donc une plainte collective qui nous arrive contre, qui peut aussi nous contaminer, où on n'y pensait pas mais on se dit mais ouais c'est vrai... Ouais, alors là, c'est pas juste ça. D'ailleurs, moi, je vais en parler à la direction, etc. Alors que peut-être j'y pensais pas, j'étais sereine, et là, je commence à me tondre parce que simplement, il m'en a parlé. Donc, prudence, méfiance, souvent mettre de côté, en tout cas identifier les personnes peut-être qui nous font pas du bien. Et puis, la deuxième peut-être chose qui est en lien avec ça, c'est qui mes alliés, dans le sens, c'est qui mes inspirations, c'est qui me fait du bien quand j'y pense, ou qui me donne un autre angle de vue, qui m'inspire, qui me donne une autre façon de penser, qui va peut-être me donner des autres outils auxquels je ne pense pas. Donc simplement les appeler, me dire, mais si un tel que j'apprécie beaucoup et je reconnais ses compétences, il était à ma place, il ferait quoi? Ou il dirait quoi? Puis de faire comme si j'étais lui ou elle, et puis de sentir ces qualités qui pourraient peut-être me traverser et me donner une autre façon de faire dans une situation donnée où moi, j'y arrive pas seule. Je pense qu'on est tous, c'est pour tout le monde nécessaire de se sentir inclus, de se sentir dans un groupe, dans une communauté, dans un soutien collectif. Et ça aide énormément, même si l'ambiance de l'équipe dans laquelle je travaille est mauvaise, si j'ai mon soutien par ailleurs dans l'entreprise avec d'autres personnes, je fais partie de la communauté, je sais pas, des scientifiques ou bien des personnes qui sont créatives ou que sais-je, ça va faire que je vais me sentir inclus, je vais sentir qu'il y a des gens que j'apprécie, et puis je vais probablement mieux supporter aussi les personnes qui sont toxiques. Mais si vous regardez bien, on fait le contraire. On va focaliser sur les gens qui sont toxiques. Ah, il m'a dit ça. Mais pourquoi il m'a dit ça? Ouais, mais il me fait toujours des reproches, c'est pas possible. Puis d'ailleurs, je l'aime pas tellement, ce gars. Ouais, puis je suis obligée de travailler avec lui dans le même bureau, c'est vraiment embêtant. Ça veut dire qu'on va faire exister, plutôt qu'on va se lier, en fait, avec les personnes qui sont toxiques pour nous, à la place de se dire, c'est pas très intéressant, je m'occupe plutôt des collègues avec qui je m'entends bien. Autre domaine par rapport à la santé au travail, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'évolution. Comment faire pour se sentir en constant développement
en constant changement. Qu'est-ce qui va nous permettre de rester peut-être dans une certaine dynamique aussi. Alors, une des choses qu'on peut voir qui va nous aider à progresser ou à évoluer, c'est comment on gère les erreurs. Souvent, on fait une erreur, puis on se dit « Ah zut, ça y est, je me suis trompé. Ah, mais c'est la deuxième fois ». Ça veut dire qu'on se reproche, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» On s'inquiète, on en fait une histoire peut-être, etc. Je ne sais pas si vous savez comment font les sportifs quand ils font une erreur ou quand ils ratent une première manche. Par exemple, un sportif à ski, il a fait la première manche, il s'est planté, il y a des endroits où il a vraiment fait des graves erreurs, il a pris du retard, etc. Il a 20 minutes peut-être entre la première manche et la deuxième manche pour pouvoir se préparer à la deuxième manche. S'il passe ces 20 minutes à se fustiger, à se reprocher tout ce qu'il a fait, etc., c'est sûr et certain qu'il va rater la deuxième manche. Par contre, s'il se dit et il se prépare à l'avance, entre la première et la deuxième manche, je m'autorise que 2 pensées. Qu'est-ce que j'ai fait bien dans la première manche ? Comment je peux améliorer la deuxième ? Point. Il n'y a pas d'autres commentaires que ça. Et ils portent leur attention uniquement sur ces 2 dimensions-là. Imaginez maintenant que vous feriez pareil dans votre travail quand vous faites une erreur. Ça rend sobre, ça vous rend attentif peut-être à une chose qui sera un mouvement plus constructif pour vous, et puis vous allez gagner beaucoup de temps et d'énergie en le faisant. Claude Nicollier, grand astronaute, lui, il parlait de quand ils font une erreur, il n'y a aucun reproche. L'objectif, c'est retrouver la normalité, donc corriger l'erreur. Ils ne peuvent pas se permettre de passer du temps, de l'énergie, à se poser 1000 questions de pourquoi j'ai fait cette erreur, etc. Donc c'est très épuré. C'est OK, il y a une erreur, comment on va rétablir la normalité ? On va faire comme ci, comme ça, et il y a les objectifs qui sont fixés, et ils changent. Sans émotion, sans penser à ce qui s'est passé par le passé. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne se posent pas des questions, qu'ils ne se remettent pas en question par la suite, mais ça va être quand ils sont de nouveau sur Terre, de retour sur Terre, où là, ils font un débriefing, et là, ils vont analyser les choses. Avec beaucoup de respect, parce qu'ils considèrent aussi que c'est tous des êtres humains avec des possibilités, effectivement, de faire des erreurs. Puis après, si vous vous rappelez la façon peut-être que vous avez appris, peut-être que vous ne vous rappelez plus, mais vous avez cette sensation-là, un petit enfant qui apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher tout de suite sans erreur. Il va tomber un nombre de fois, puis souvent quand il tombe, il rigole, etc. Il y a quelque chose de très joueur. Si on pouvait aussi retrouver cet état d'esprit-là, qu'à chaque fois qu'on tombe, ça fait partie du développement, ça fait partie de notre évolution en fait. Essai, erreur, je fais une erreur, j'ai essayé, j'ai pris un risque, je suis sortie de ma zone de confort, je peux être fière de ça, même si je me suis trompée. Puis après, je me suis trompée une fois, je peux me dire, je vais plus faire ça, ou je vais plus avoir tel comportement, parce que ça ne me réussit pas. J'essaie d'explorer autre chose, simplement. Donc là, c'est des endroits où vous pouvez peut-être changer ou appliquer certaines mesures pour peut-être mieux vivre les erreurs qui vont vous permettre d'être motivé, de continuer à évoluer, à vous sentir bien au travail. Dernier domaine, le sens. Le sens de votre travail, l'essentiel aussi dans votre vie. Puis là, je peux vous proposer peut-être 2 démarches. La première, c'est penser aux différents domaines de votre vie. Peut-être qu'il y a le travail, il y a peut-être vous êtes en couple, donc il y aura le couple. Vous avez peut-être des enfants, donc la famille. Vous avez peut-être des loisirs. Et puis peut-être vous pouvez rajouter du temps pour vous, un moment tranquille où vous pouvez nourrir quelque chose qui a trait à vous-même. L'idée, c'est de regarder dans ces différents domaines, vous avez 100% d'énergie à disposition et vous devez répartir cette énergie dans toutes ces catégories. Vous n'avez pas 200% à disposition, vous avez 100%. Donc vos calculs savants pour que ça puisse remplir tous les domaines de votre vie de manière à ce que ça se passe dans le réel. Donc c'est une observation, vous essayez de vous évaluer, puis ce n'est pas le temps que vous passez pour chaque chose, c'est l'énergie que vous consacrez. On peut passer des fois, pour certains, 8 heures au bureau, puis peut-être qu'on a consacré peut-être juste 5 minutes à travailler, parce qu'on a le reste du temps, on a rêvassé, on a pensé à nos vacances, etc. Donc là, si on est honnête, on n'a pas
On n'a pas passé, 50% de notre temps au travail, d'énergie dans notre travail, on a peut-être investi 10% seulement. Si au contraire, vous travaillez bien et beaucoup la journée, puis après toute la soirée, vous continuez à réfléchir et à penser à votre travail pour préparer le lendemain, là, vous allez investir beaucoup de votre énergie, de votre attention dans la sphère professionnelle. Et c'est toujours au détriment d'autres choses. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est que si je surinvestis la sphère professionnelle, ça va être au détriment des autres domaines de ma vie. Pour certaines personnes, ça ne leur pose pas de problème. Quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui a envie, qui est au début de sa carrière, qui a envie de s'investir, il n'a pas d'enfant peut-être, il n'est peut-être même pas en couple, etc. Oui, peut-être qu'il a envie de s'investir à fond. Ça l'intéresse. Pourquoi pas? Maintenant, si je suis maman, mère de famille, si en plus j'ai des activités dans mes loisirs qui m'intéressent, que j'ai envie de développer, si mon travail m'intéresse, si j'ai aussi ma maman qui est peut-être malade et puis qui a besoin de moi, tout ça, ça va m'écarteler. Donc là, je vais devoir faire des choix. Donc c'est important de voir combien d'énergie vous dépensez dans chaque domaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous choisissez ou c'est quelque chose que vous subissez? Après, je n'ai pas la solution miracle. L'idée, c'est d'être conscient de ce qui se passe, puis peut-être d'agencer certaines choses, de changer, de transformer, de vous dire, oui, là, j'ai envie de pas terminer ma journée de travail sur les genoux parce que j'ai tout donné dans mon travail, mais j'en ai conservé une partie d'énergie parce que j'ai envie de passer du temps avec mes amis ce soir, et puis on va faire une balade, ça va être hyper sympa, puis j'ai envie d'être en forme, etc. Donc, je réduis un petit peu mon investissement dans le travail, dans la journée de travail, pour en conserver pour ma vie privée. Puis le dernier point, qui concerne aussi le sens, un exemple, c'est, on entend beaucoup, puis sûrement que vous vous êtes déjà dit ça, c'est « ouais, mais j'ai pas de temps pour moi », où on a l'impression qu'on court après ce temps pour soi-même, comme si on n'avait pas une disponibilité suffisante, comme si on se disait oui, je dois d'abord effectuer tous les devoirs à accomplir, puis là, peut-être, quand j'aurai fini de faire tout ce qu'il faut pour les autres, là, enfin, je pourrais peut-être prendre soin de moi. Alors là, c'est aussi intéressant à regarder, ça veut dire quoi, du temps pour vous? C'est souvent une histoire de qualité de présence, de disponibilité intérieure. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir disponible à vous-même? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir revenir à vous, à l'intérieur de vous, à la richesse aussi de votre vie intérieure, plutôt que toutes les distractions autour? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir bien à l'intérieur de votre corps? Qu'est-ce qui va vous permettre de peut-être nourrir votre âme aussi, ou cultiver quelque chose qui est de l'ordre d'une profondeur à l'intérieur de vous? Et souvent, quand on a l'impression qu'on manque de temps pour soi, en fait, c'est un manque de disponibilité, d'une qualité de présence dans le moment. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez poser comme question. Qu'est-ce qui vous aide à revenir à vous? Pour certains, ça va être une balade dans la nature, seul. Pour d'autres, ça va être inclus avec des amis, puis passer une bonne soirée, puis c'est là qu'ils vont se sentir « Ah, je me sens bien, je me sens avec mon cœur ouvert, je sens que je suis avec des amis de totale confiance, ça me relaxe. » D'autres, ça va être peut-être le contact avec les animaux. C'est souvent un domaine qui peut aussi nous aider. C'est aussi, on pourrait se dire, c'est tout ce qui touche notre cœur, peut-être, quelque part. Et là, il y a une forme d'ouverture, là, il y a une forme de disponibilité qui peut s'installer et puis qui fait tellement du bien. Et puis peut-être c'est ça qui nous manque quand on dit « j'ai pas de temps pour moi ». C'est pas tellement une activité à faire, c'est surtout une qualité de lien avec soi-même. Voilà, je vous ai amené 2-3 exemples, on peut en trouver plein d'autres par rapport aux mesures à prendre. Vous avez vu, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop compliqué, c'est assez simple à appliquer. Ce qu'il y a, c'est comment on va faire pour durer dans ces mesures, pour continuer à mettre en place des mesures, rester actif, dynamique, et pas se sentir « Ah, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin d'y penser ». Non, je pense que c'est vraiment quelque chose à cultiver, et puis finalement, de trouver cette satisfaction profonde de prendre soin de soi de cette façon. Oui, je suis engagée dans mon travail, dans ma vie, il y a plein de choses à faire importantes, et oui, je peux le faire tout en prenant soin de moi, parce qu'il y a certaines mesures que j'applique au quotidien, et ça me fait du bien. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a mes ouvrages qui sont là aussi à disposition.